chers amis, reprenons l'explication avec Ricardo. Nous avons esquissé à la fin de la précédente séquence la remarquable intuition de Ricardo qui le rend éternel, c'est-à-dire la démonstration de la supériorité de l'échange sur l'autarcie. Et nous avons déjà suggéré que c'est certainement pour de mauvaises raisons que Ricardo est amené à conclure ainsi. Ne vous étonnez pas, c'est un grand classique en science que de pouvoir arriver à des résultats juste avec des hypothèses fausses. Les hypothèses de la concurrence pure et parfaite sont proprement absurdes et irréelles. Pourtant, quand les théoriciens de la concurrence pure et parfaite écrivent que chaque fois que règne la concurrence, d'une part le prix baisse, d'autre part les quantités se multiplient, enfin la qualité s'améliore, nos résultats sont profondément validés par la réalité. Revenons, si vous le voulez bien, à David Ricardo. Sa démonstration consiste à imaginer deux pays et à vérifier ce qui se passe en termes d'enrichissement s'ils décident d'échanger ou, à l'inverse, de ne point pratiquer l'échange. Dès lors qu'il y a une différence entre les prix relatifs, il est possible de démontrer que chacun des deux échangistes a intérêt à se spécialiser dans le domaine dans lequel il est relativement le plus apte. Comment Ricardo s'y prend-il pour démontrer non seulement que les deux pays ont intérêt à l'échange, mais qu'ils doivent se spécialiser dans le domaine dans lequel ils sont relativement le plus aptes? Nous imaginons, et tel était le cas, que la Grande-Bretagne soit le pays au XIXe siècle développé sur le plan technologique et le Portugal le pays moins développé, plus agricole, et suivons la préconisation de notre auteur. On le voit sur ce tableau que vous avez derrière moi, pour un même coût de travail en Grande-Bretagne, on imagine que 5 mètres de drap égale 100 litres de vin, et au Portugal, 10 mètres de drap, 300 litres de vin. La Grande-Bretagne va donc échanger du drap. Si elle exporte 5 mètres, elle va rapporter 150 litres de vin, puisqu'au Portugal, avec 10 mètres de drap, on a 300 litres de vin. La Grande-Bretagne est plus riche, puisqu'avec 5 mètres de drap, elle avait 100 litres de vin. Mais regardons maintenant si le Portugal a lui aussi intérêt à l'échange. Conformément à la préconisation de Ricardo, les Portugais exportent du vin vers la Grande-Bretagne. En exportant 300 litres, ils peuvent revenir avec 15 mètres de drap, puisque 100 litres en Grande-Bretagne valent 5 mètres de drap, donc 300 litres égale 15 mètres. Or, s'ils avaient pratiqué l'autarcie et le protectionnisme, avec 300 litres de vin, les Portugais n'ont l'équivalent que de 10 mètres de drap, et non pas de 15. David Ricardo a démontré, d'une part, que les deux pays, et l'un et l'autre, ont également intérêt à l'échange. Mais d'autre part, il a démontré que chaque pays a intérêt à se spécialiser dans le domaine dans lequel il est relativement le plus apte. Si donc nous suivons Ricardo au bout du processus, nous devrions assister à une spécialisation croissante par pays. Or, c'est l'inverse que nous constatons. Si donc la conclusion ricardienne, dans une option préférentielle pour le libre-échange, est profondément juste, quelque chose doit pécher dans ce raisonnement, puisque chaque pays ne s'est pas spécialisé dans une production bientôt 200 ans après la mort de l'auteur. Cherchons l'erreur. L'erreur, elle est contenue dans le fait que Ricardo n'a pas vraiment compris la raison pour laquelle l'échange est productif, performant et fécond. En effet, nous n'avons donc pas assisté à une spécialisation croissante. Mieux, ou pire pour Ricardo, 85% des échanges se font entre une trentaine de pays, et pour plus des 2/3 de ces 85%, les échanges portent sur des biens et services produits et par l'un et par l'autre. Un faux logicien, à l'esprit faussement clair, penserait que c'est un jeu d'extraterrestres et désapprouverait ce jeu. Ce ne serait pas mieux si chacun ne produisait qu'une chose dans laquelle gagnait en habileté, la qualité s'améliorerait, le prix baisserait, et chacun offrirait ou vendrait aux autres sa production inversement. Ce que Ricardo n'arrive pas à saisir, c'est que si justement les échanges se font entre gens éloignés sur les mêmes biens et les mêmes services, c'est qu'à l'occasion de cet échange, c'est un merveilleux prétexte à comparaison. En échangeant le même bien entre deux firmes concurrentes, ou même en termes de localisation entre deux pays identifiés différemment pour les besoins de la géopolitique, on réalise ici ses pôles d'excellence, là ses points de faiblesse,
Ce n'est pas l'échange qui est important. C'est qu'à l'occasion de cet échange, la concurrence se déploie. Chacun alors tente de s'aligner sur le meilleur, de s'améliorer pour ne point disparaître et déposer son bilan. Et c'est cette somme de petites améliorations de chaque jour entre concurrents qui produisent la même chose, qui, agrégés, permettent de mesurer le progrès économique. Soyez convaincus. S'il n'y avait qu'un seul participant sans Dimétrué aux Jeux Olympiques, le vainqueur solitaire accomplirait sa performance non pas en moins de 13 secondes, mais plutôt en 13 minutes. En effet, pourquoi se fatiguer si je suis certain d'avoir la médaille d'or aux Jeux de l'économie parce que je suis tout seul? C'est la raison pour laquelle les monopoles sont si inefficaces. Allons encore plus avant. En échangeant les biens et les services, j'accède à l'information partitionnée et dispersée entre tous les cerveaux humains, chose impossible si l'échange ne se produit pas. On croit en effet qu'une voiture est une voiture, mais non, c'est l'apparence des choses. Une automobile ou une paire de lunettes, ce sont des savoirs humains traduits en un bien ou en un service destiné à satisfaire un ou plusieurs besoins. En pratiquant l'échange, j'accède à cette forme de savoir. Mais il y a peut-être plus grave. Ricardo ne dit rien de l'extraordinaire percée intellectuelle contenu en 3 mots par Montesquieu, le doux commerce. Pourquoi l'échange adoucit les mœurs? Parce qu'échanger est occasion de rencontre avec l'autre, donc de compréhension. Mieux, à cette occasion, on découvre qu'au-delà de différences de culture, de cuisine, de vêtements, de religion, rien ne ressemble plus à un être humain qu'un autre être humain. Et si l'on pratique le protectionnisme, c'est-à-dire l'autarcie, la rupture de l'échange fait qu'un échange rompu devient vite un échange corrompu. Coupé des autres, tous les préjugés peuvent se développer. Une propagande habile peut faire croire l'incroyable. Coupé par le mur de Berlin, il vous faut savoir que pendant longtemps, une majorité de Russes, de Bulgares, de Roumains pensaient que les ouvriers mouraient dans la rue sans soin dans les pays capitalistes. Et la reproduction systématique dans la Pravda des files d'attente des années 30 leur faisait croire qu'elles étaient encore plus importantes que celles que vivaient réellement les soviétiques devant les magasins d'État. Mais une évidence théorique ne se transforme pas en vérité que si on peut le prouver. Les études empiriques sont formelles. Nous ne nous battons pas avec notre ennemi héréditaire, la Grande-Bretagne, depuis le traité Chevalier Cobden de 1860. Malheureusement, l'Allemagne a pris le relais, mais depuis le traité de Rome, c'est-à-dire le traité du marché commun. Peut-on imaginer sérieusement une guerre entre la France et l'Allemagne? Veut-on une ultime et dernière preuve? Parmi les innombrables causes de la Seconde Guerre mondiale, l'immense historien Jean-Baptiste Durosel, le plus grand spécialiste au monde de l'entre-deux-guerres, place en tête l'autarcie inouïe qui s'abattit sur l'Europe de 1933 à 1939, puisqu'en 6 ans, le volume du commerce a baissé de 85%.